Bonjour Célia, je suis ravie de te retrouver pour la suite de cet épisode sur les relations toxiques. Et la première question que je vais te poser, c'est celle de te présenter de la façon Bien que tu sûr. souhaites. Enchantée d'être là, déjà à nouveau, de te revoir. Mm. Donc moi, je suis psychothérapeute voilà, depuis maintenant plus de 15 ans que j'accompagne mes clients à mieux se comprendre et à mieux comprendre les autres. Je suis également thérapeute holistique. En fait, je travaille de manière globale, c'est-à-dire corps, esprit, émotionnel, énergétique. Voilà, et j'accompagne toutes sortes de personnes sur différents problèmes. Ok. Et alors pour les personnes qui n'auraient pas encore écouté ou regardé, parce que Ouais, le podcast est aussi sur ouais. YouTube, l'épisode sur les relations toxiques, est-ce que tu pourrais brièvement nous rappeler ce qu'est une relation toxique, la différence avec les personnes toxiques, pour voilà, un peu recontextualiser les choses? Alors, la dernière fois, c'est vrai qu'on avait parlé de pas mal de choses et je vais juste retenir les mots-clés qui vont être importants d'une différence entre une relation toxique, de comportement toxique. Alors déjà, pour savoir si on est dans quelque chose de toxique, vraiment, j'ai rappelé aux personnes qu'il y a 4 piliers vraiment à retenir. C'est le manque de clarté, le manque de respect, le manque de réciprocité, d'équilibre et le manque de liberté. À partir du moment où il y en a un qui est bafoué ou plusieurs qui sont absents, on peut considérer qu'on est dans une relation toxique ou dans quelque chose qui est toxique en tout cas. Par rapport à ça et ce qui est important aussi, c'est, donc comportement toxique veut dire qu'on peut avoir des attitudes de manipulation, des comportements manipulatoires, mais en aucun cas être un manipulateur. C'est très différent entre avoir des comportements et être quelque chose. À Donc c'est ça partir qui du fait la moment différence entre une personne qui a des comportements toxiques et une personne toxique en soi? Oui, la différence vraiment, c'est que la personne peut adopter des comportements liés à plusieurs choses qu'on y reviendra après, alors qu'une personne qui est dans l'être, donc c'est-à-dire vraiment manipulatrice, on va vers l'ordre des personnalités toxiques Mm. ou des personnalités pathologiques, qui n'est pas du tout la même chose. Alors la grande différence entre les deux, c'est que ça va dans les extrêmes. C'est-à-dire que soit on est vers une toxicité moyenne, on va de plus en plus vers une toxicité dangereuse, et on considère que les personnes hautement toxiques, justement, sont de l'ordre des personnalités soit toxiques, soit pathologiques. Et donc là, la différence, c'est donc à la fois dans l'intensité du comportement, la Tout à fait. répétition. Et la répétition surtout, et puis le degré de gravité qui Mm. s'installe de plus en plus en fait. Ouais. Alors qu'une personne qui a des comportements toxiques ou même des attitudes de manipulation, comme on peut tout savoir, ça va être momentané, ça va être pas quelque chose de régulier. Et d'autant plus la personne est capable de se remettre en Mm. question si on vient lui dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors qu'une structure de personnalité, c'est carrément vraiment un mode de pensée, une manière d'être vraiment, fait partie de la personnalité. Donc du coup, ces personnes-là sont incapables de se remettre en question. Ça fait Mm. partie de leur mode de fonctionnement, c'est comme ça. Et alors, dans ces différents profils de personnes toxiques, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Alors, avant de revenir aux différents profils toxiques, je voulais rappeler, donc, par rapport à ces 4 piliers, après, il y a 3 formes Mm. de toxicité. Nous avons la domination, qui est plutôt quelque chose en lien avec le rapport de force. On a également tout ce qui est de l'ordre de la manipulation, qui est plutôt quelque chose qui est de la ruse. Et après, on a tout ce qui est de l'ordre de l'influence, qui est plutôt la séduction, le charme, l'envoûtement. Donc ça, on va pouvoir l'élaborer et le voir plus en détail, que c'est pas tout à fait les mêmes choses, même si elles participent à des comportements qui peuvent devenir toxiques, mais qui ne le sont pas forcément au début. Mhm. Donc après, pour rappeler la dernière fois ce qu'on avait vu dans les personnes qui ont en fait des choses à résoudre, on va dire, ou des personnes qui n'ont pas résolu des traumas ou autres peuvent être toxiques avec elles-mêmes. Et donc, on va avoir différents traits. Ça peut être les gens qui critiquent, la jalousie, l'envie, le rabaissement, le complexe d'infériorité. Là, on va ce qu'on appelle vers des failles narcissiques, qui n'est pas du tout la même chose qu'un pervers narcissique, qui n'est pas du tout la même chose qu'une personnalité narcissique, en fait. Et l'effet narcissique, on en a tous. Voilà, les failles narcissiques, on peut en avoir tous. Alors, soit on en a parce qu'effectivement, on a eu des choses dans l'enfance non résolues, des carences affectives, des traumas, des comportements que des parents ont eu toxiques, qu'on a répétés voilà, comme habitude pour se défendre. Il faut rappeler que ça vient de l'ego, c'est un problème d'ego de toute façon. Que des personnes pathologiques, ce n'est pas du tout la même chose, c'est une personnalité. Mhm. Et donc, du coup, dans ces personnes qui sont toxiques, elles ont des comportements toxiques qui vont finir par nuire à elles-mêmes déjà, mais nuire également aux autres. Et là, on rentre dans le côté justement toxique.
c'est que ça commence à nuire à l'autre. C'est là qu'on peut parler de toxicité. En fait, c'est-à-dire qu'on dépasse la frontière, la barrière entre soi et l'autre. La personne qui est toxique, elle va justement dépasser les limites. Elle ne tient plus compte des limites de l'autre, en fait. Donc c'est là où ça devient toxique, en fait. Alors il y a déjà cette partie-là, mais quand on est toxique aussi avec soi, c'est qu'on ne met pas de limites non plus. C'est qu'on est, peut être Donc on laisse la violent porte envers ouverte soi-même. on laisse aussi la porte ouverte à laisser rentrer le toxique en nous aussi. Mhm. Et c'est pour ça que là, on va parler de problèmes liés à l'enfance, d'abus. Souvent, les personnes qui ont été abusées sont des personnes qui n'ont plus du tout de repères et les bonnes limites, en fait, parce qu'elles ont tellement été envahies et, comment je dirais, une intrusion de leur être qu'elles ne savent plus du tout où est la juste limite, en fait. Et ça se manifeste comment, cette perte de limite pour la personne elle-même, quand elle a été abusée dans l'enfance Par expérience, hein, donc de mes clients qui ont subi des abus, sont des personnes déjà qui ne se rendent même plus compte qu'elles subissent des abus. Donc ça va au-delà juste de dire ah bah, j'ai été abusée, elles s'en rendent pas compte. Elles sont obligées, on va dire, de venir en séance pour se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'elles peuvent ressentir un mal-être ou une incompréhension, mais elles ne font pas forcément le lien avec les abus. Elles pensent juste que c'est elles qui ont un problème ou qu'elles ont quelque chose à revoir de leur passé ou autre, ou quelqu'un leur a dit d'aller voir un thérapeute, mais d'elles-mêmes, elles ne se rendent pas forcément compte. Là, je parle vraiment des gens qui ont été abusés très tôt dans l'enfance. Je ne parle pas des gens qui ont eu un abus momentané, comme par exemple un viol, malheureusement. Oui, c'est un abus, effectivement, mais ce n'est pas un abus répétitif. Ce n'est pas un abus qui a installé, comment je dirais, une forme de vision qui dirait que je me rends plus compte. La personne se rend compte que là, il y a eu intrusion, en fait. Et après, effectivement, il y a des séquelles. Mais quand on est enfant, on s'habitue. Mais on du coup, c'est quel s'habitue genre et ça devient un mode de vie, un mode de, comment je dirais, de quotidien, de façon d'être, et que c'est normal. Ça, c'est normalisé, en fait. Mais concrètement, il y a quel type d'abus que tu peux retrouver Alors, en il peut y avoir séance plusieurs durant l'enfance? abus. Je peux donner des exemples. Déjà, par exemple, au niveau parental. Alors, les abus, quand on dit abus, c'est vrai qu'on a souvent le mot sexuel, enfin sexualité qui vient en ligne de compte, pas forcément. L'abus, qu'est-ce qu'un abus réellement? Un abus, c'est qu'on vient faire une intrusion dans son être sans son consentement. Donc c'est pour ça qu'on peut parler de manipulation aussi, puisqu'on ne tient plus compte de l'autre, on agit en fonction de soi, même si l'autre, ça va le mettre dans une position qui n'est pas forcément bonne pour lui, ou pour elle, hein, bien évidemment, c'est valable pour les deux, masculin et féminin, je le reprécise. Du coup, la personne, elle laisse rentrer des choses qui n'ont pas lieu d'être, sauf quand on est enfant, on n'a pas la possibilité de se défendre de la même manière qu'un adulte. C'est-à-dire qu'un enfant, déjà, ses parents, c'est tout pour lui, c'est Dieu et la déesse de sa maman, etc. Du coup, il ne remet pas du tout en question les parents, il se remet lui-même en question. Donc, quand un parent, par exemple, ce qu'on appelle la parentification, fait partie quand même d'abus, parce que les parents voient l'enfant non plus comme un être à part et un enfant, mais le voient comme un substitut, soit de lui-même, soit comme un objet qui va l'aider, lui, à s'en sortir. Donc, on peut parler d'abus, puisqu'en fait, on ne tient plus compte donc, de l'enfant, donc de ses limites, de la frontière dans ce qu'il est entre sa part d'enfant et sa part d'adulte, sa part d'enfant et sa part, comment dire, oui, la part d'adulte que les parents peuvent donner à l'enfant qui n'en est pas. Donc du coup, l'enfant, là, il commence à être clivé d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être lui-même et en même temps, il doit être ce qu'on attend de lui. Donc ce qui se passe quand les parents font ça, c'est que ils l'obligent à avoir une posture qui est très difficile pour un enfant, puisque ce n'est qu'un enfant, il n'est pas complètement formé psychologiquement. Donc du coup, il est obligé de s'adapter, d'écouter sa mère et de prendre en compte ce qui se passe pour elle, mais sans savoir réellement quoi faire. Émotionnellement, il n'est pas prêt. Donc du coup, là, le parent, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une intrusion, il oblige l'enfant à dépasser ses limites, donc on peut parler de suradaptation, c'est pour ça que beaucoup de personnes sont en suradaptation aussi, et qui va créer, après justement, en suradaptation, plus de limites. Ouais. L'enfant va donner, mais il ne tient plus compte de lui, il ne tient plus compte de ses émotions, de ses besoins, de ce qu'il est, il va tenir compte de ce que l'autre a besoin. Et c'est là qu'on commence à aller vers une suradaptation, et ça fait partie après, pour beaucoup de gens par la suite, de liens toxiques. Parce qu'on se suradapte à quelque chose qui est nocif déjà à la base. Sauf que comme on ne se rend plus compte que c'est nocif, on continue
de se suradapter, parce que c'est toujours nous le problème, on peut arranger ou autre. Donc certes, ça paraît être une force, mais au final, c'est pas une force, ça nous vide énergétiquement en fait. Et c'est comme ça qu'il peut y avoir à la fois de l'intrusion, comme un parent qui s'initierait dans la vie privée de l'enfant en fouillant dans ses affaires, dans son portable. Ça peut être des insultes, ça peut être d'avoir des attentes par rapport à son enfant, par exemple dans les études supérieures, alors que l'enfant n'a pas forcément envie d'aller dans cette branche-là. Il y a par exemple le fait aussi de rentrer dans sa chambre sans lui demander son accord, c'est-à-dire qu'on ne tape même pas à la porte, on rentre directement. C'est pareil, c'est une forme de... C'est de l'abus, en fait. On fait une intrusion à un espace intime. Ouais. Et pour en revenir, vu qu'on parle des parents et de la toxicité, je vais donner la liste de la différence entre un parent sain d'un parent toxique. Donc là, on va pouvoir voir les différents niveaux. Donc déjà, un parent sain, c'est un parent qui va tenir compte de l'enfant, c'est-à-dire qui sort de lui-même pour se rendre compte qu'il y a un autre être en face. À partir du moment où on est autocentré, comme je l'ai expliqué, dans l'égocentrisme, on ne sort pas de soi. Donc ça devient nocif puisqu'on ne tient pas compte de l'autre, puisque l'autre est un substitut de nous, une suite de nous-mêmes. Donc, du coup, on ne tient plus compte de ses besoins, de ses qualités, de ses défauts, de sa pensée, de ses croyances, de ses valeurs surtout. On n'en tient absolument pas compte. On considère que l'autre, c'est une part de nous-mêmes. Donc, comme c'est une part de nous-mêmes, c'est une continuité de nous. Donc, tout ce qu'il est... On ne lui demande pas son avis. On ne lui demande même pas son avis. Voilà, exactement. Donc, ça, c'est un parent toxique. Donc, un parent sain, il va guider, il va accompagner son enfant à se réaliser, à se trouver, il va accueillir ses différences, il va l'aider à développer son authenticité, donc sa personnalité propre à lui. Il va être présent, il va être attentionné, il va essayer également au mieux qu'il peut, bien évidemment, à gérer les émotions de l'enfant parce qu'il en tient compte. Il tient compte vraiment des besoins de l'enfant, donc de ses émotions. Ça peut passer par des émotions positives, mais également par des émotions négatives. Je donne un exemple qui est un classique chez les parents et l'erreur qu'ils font, c'est que quand un enfant est en colère, c'est tout de suite « Oh bon, tu vas pas recommencer, ça suffit ta colère », ou on va lui donner quelque chose pour étouffer sa colère. Et donc, c'est ridicule, c'est pas un bébé. Voilà, c'est ridicule, ou arrête de faire le gamin. Et encore une fois, de quel âge on parle? Un enfant de 0 à 7 ans, il ne peut être que dans ses émotions. Il n'a pas encore la capacité de penser en autonomie. Donc, pour l'instant, vu qu'il est dans les émotions, forcément, il va réagir tout émotionnellement, en fait. Et qu'est-ce que nous, on fait? On lui demande de rationaliser. Ce n'est pas possible. C'est pas possible, en fait. Donc, il faut se mettre à la place de l'enfant, de l'âge où il en est, de ses émotions. Et donc, la colère, donc souvent, les parents étouffent cette colère. Et quand ils étouffent cette colère, qu'est-ce que l'enfant reçoit? L'enfant reçoit, c'est que je ne peux pas être complètement moi-même. Et la colère, c'est pas bien. Et en plus, la colère veut dire, en gros, je peux pas être aimé. Donc, qu'est-ce que ça fait plus tard? Des adultes qui n'ont pas le droit de se mettre en colère. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand des adultes ou même des enfants n'ont pas le droit de se mettre en colère? Ils vont le garder à l'intérieur d'eux. Donc, ils vont faire un refoulement. Et ce refoulement, ça va amener petit à petit à des tensions internes et des conflits entre sa personnalité et des choses inconscientes qui continuent énergétiquement qui continue de se produire en fait. Donc ça crée une sorte de cocotte minute inconsciente. Donc à un moment donné on explose et mince, pourquoi on explose? On est toxique. Non, oui, mais on devient toxique justement quand c'est comme ça parce que on a déjà dit à l'enfant t'as pas le droit d'être avec tes émotions. Donc déjà il est dans quelque chose où il étouffe et il va le continuer. Alors quand c'est une fois, c'est pas grave, mais quand c'est régulier, là, ça commence à être un problème. Donc il y a ça. Donc faut être à l'écoute de l'enfant et lui montrer qu'il a le droit d'être en colère, il a le droit d'exprimer sa colère, qu'on est là pour accueillir sa colère et l'aider à la gérer. Or, quand on dit non, t'as pas le droit d'être en colère, en fait, on lui donne pas la capacité de pouvoir se gérer, on lui donne pas la capacité non plus de comprendre ses émotions, et on lui donne pas la capacité de se connaître lui-même non plus. C'est tout en fonction du parent. Non, mais là, je peux pas. Et les parents qui, eux, n'ont pas la patience ou ont perdu la patience face à des enfants qui sont en colère, en fait, ça va donner des adultes qui ne se gèrent pas eux-mêmes, en fait, qui ne gèrent déjà pas leurs besoins à eux. Donc, sont incapables de gérer le besoin de l'autre non plus. Et ça devient un problème. Ça devient toxique. Et donc la personne devient toxique pour elle-même. La situation, j'ai envie de dire, devient toxique. Et après, les personnes deviennent toxiques. Mais la situation, avant tout, devient toxique. Donc, c'est pour ça qu'il faut que chacun puisse subvenir à ses propres besoins, son énergie. Et les parents qui sont fatigués émotionnellement n'ont pas de limite non plus.
Donc, s'ils n'ont pas de limite, ils prennent sur eux. Et quand l'enfant exprime quelque chose, et la plupart des enfants, quand ils sont en colère, c'est bien pour montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas aux parents concernés, parce que quelque part, c'est maman, papa, vous occupez pas assez de moi, ou maman, papa, il y a des tensions que je n'arrive pas à gérer parce que je ressens tes tensions. En fait, l'enfant est un vrai buvard à cet âge-là. En fait. Donc, il ressent tout. Donc, s'il sent que le parent, à l'intérieur de lui-même, inconsciemment, il est en colère, alors lui, il va l'exprimer bien face à lui pour lui dire, regarde, tu as quelque chose à résoudre. Ça, ils sont très forts pour ça. Miroir. Et donc, ces personnes peuvent devenir des personnes toxiques ou pas? Ou ça va plutôt être des... Là, ça va vers des parents qui ont des comportements toxiques. Et après, évidemment, si c'est répétitif et que ça engage d'autres choses, là, on va vraiment vers des personnalités toxiques, oui. Ça veut dire de l'écrasement, du rabaissement, de la violence, du dénigrement. L'enfant n'est un objet, quoi, vraiment. C'est ça, vraiment, la différence. Et ça va aller jusqu'à de la destruction. Et donc, dans le parent toxique, donc on va dire dans les comportements toxiques, donc la différence entre un parent sain, il va guider, donc ça c'est important de le retenir. Un parent toxique va contrôler. Pas du tout la même chose. Le contrôle, c'est justement, le contrôle fait partie des 3 formes de toxicité qui est de la domination. Donc j'écrase l'autre, je le contrôle et je le mets à la disposition que moi je veux. Donc je ne tiens pas compte de l'enfant, donc je ne le guide pas en fonction de ce qu'il est et on avance ensemble, c'est j'impose. Donc c'est pas du tout la même chose. Ensuite, dans l'accompagnement, à la différence, on dirige. On n'accompagne pas, on dirige. Donc là aussi, pareil, ça va être nocif. On ne pousse pas l'enfant à être dans l'autonomie, mais on le pousse à être dépendant indirectement d'une autorité qui n'est pas forcément saine. Ensuite, le parent donc, ne va pas aider l'enfant à se réaliser, mais va plutôt le mouler à son image, donc, comme on vient de l'évoquer. On a également les différences de l'enfant. Il n'en tient pas compte, il s'en moque réellement. C'est tout tourne autour de lui ou elle. Donc après, le parent sain va aider à développer l'authenticité de l'enfant, alors qu'un parent toxique va plutôt forcer à être quelqu'un d'autre, ce qu'on attend de lui. Donc souvent, ça peut être des parents qui en attendent beaucoup dans le côté social aussi. Tu dois bien faire tes études, tu dois bien te comporter, tu dois être ceci, tu dois être cela. Mais l'enfant n'est peut-être pas comme ça non plus. Après, un parent qui est sain, donc il est présent et attentionné. Or, quand il est toxique, il est absent souvent et il est négligent. Donc ça va générer des carences affectives. Un parent qui essaye de gérer les émotions dans le côté sain, dans le côté toxique, il se défoule sur l'enfant, donc il devient un défouloir donc de ses propres émotions du parent sur l'enfant. Voilà, donc ça aussi, c'est les excès, un débordement, comme j'ai parlé là, il y a quelques minutes. On a également un climat de sécurité pour pouvoir se confier avec un parent sain qui donne cet espace à l'enfant de pouvoir être lui-même donc, et de la capacité de le gérer. Or, un parent toxique, il va donner un climat d'insécurité et il va obliger l'enfant à garder ses états d'âme. Il ne va pas pouvoir s'exprimer, en fait, clairement. Ensuite, on est dans un environnement protecteur dans un parent sain. Or, on est dans un environnement malsain, violent, psychologiquement ou physiquement, dans le parent toxique. Ensuite, le lieu familial sera plutôt un lieu paisible et réconfortant pour l'enfant dans la famille. Or, dans quelque chose de toxique, on n'aimera pas être à la maison, on sera toujours en train de sortir, de fuir, de sortir ou de sortir en fait de ce climat-là. Ensuite, les parents sains, vu qu'ils ont travaillé sur eux, qui ont conscience d'eux-mêmes, de leurs limites aussi et de leur connaissance d'eux-mêmes, vont être capables de se compléter, de s'aider mutuellement, alors que dans le parent toxique, il y en a toujours un des deux qui est toxique et que l'autre ne protège pas. Et là, ça ne devient pas du tout équilibrant en fait. Dysfonctionnant. Voilà, ça devient... donc voilà à partir de comment on peut devenir toxique avec des comportements toxiques. Alors évidemment, c'est pas une personnalité comme je le dis là forcément. Ça en fait partie, hein, évidemment, dans le pervers narcissique, tout est regroupé. Dans les personnalités narcissiques également, tout est regroupé. Dans les pathologies, les troubles mentaux, ça peut être répertorié également, mais c'est pas forcément mis que sur le côté pervers narcissique. Je tiens à préciser à tout le monde, c'est important que PN à la base ne veut pas dire pervers narcissique. Ça veut dire personnalité narcissique. Ensuite, pervers narcissique, ça a été repris dans le jargon de la psychanalyse. Donc on dit pervers narcissique, alors que dans le jargon psychiatrique, on va plutôt parler de personnalité perverse. Et dans les personnalités perverses, on va bien évidemment englober un peu plus de choses que le pervers narcissique. On va englober le sociopathe, le psychopathe, etc.
Mais alors justement, dans tous ces termes, est-ce que tu pourrais un peu nous éclairer un petit peu sur ce que veut dire chacun, ce que ça implique? Donc, je tiens à préciser que narcissique, on a vu que c'était un problème lié à l'ego, on y reviendra, donc c'est l'image de soi. Que certaines personnes, beaucoup de personnes peuvent avoir des failles narcissiques, donc forcément ça vient toucher sur leur estime. On y reviendra, les différentes failles narcissiques par rapport aux pervers narcissiques et aux personnalités narcissiques. Il faut savoir que les pervers narcissiques, il n'y en a pas tant que ça. C'est 2% de la population, voire 3%, ce qui n'est pas non plus énorme. Par contre, les personnalités toxiques, oui, les personnalités narcissiques, oui, là il y en a beaucoup plus. Voilà, là il y en a beaucoup plus. Des vampires émotionnels, il y en a beaucoup plus. Là, j'ai envie de dire, il y en a même, énormément. Voilà. Après, c'est juste des degrés de toxicité qui sont différents. Donc, dans le degré de toxicité le plus, on va dire, le plus cruel et le plus dangereux, le psychopathe. Le sociopathe en fait partie aussi, le pervers narcissique bien sûr, mais on va dire vraiment dans la dangerosité plus, c'est le psychopathe qui lui est complètement, mais alors dénué d'empathie, mais surtout il est dans le mental et il est froid. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout d'affect, ça n'existe pas en fait, ça fait même pas partie de son monde. Ok. Donc tout est fait à froid en fait. Tout est fait à froid, et est-ce qu'il est un peu paranoïaque aussi, ou c'est différent? Il peut y avoir des profils paranoïaques, mais pas forcément. Il faut savoir aussi, c'est qu'un psychopathe n'est pas... on ne le devient pas, un psychopathe né comme ça. Okay. C'est génétique, c'est héréditaire. Alors qu'un sociopathe ou un pervers narcissique, c'est une survie vis-à-vis d'eux-mêmes pour s'en sortir. Donc, c'est pas quelque chose d'inné, ça a été acquis au fur et à mesure. Okay. Voilà la différence. Donc, du coup, c'est vrai que le psychopathe va être beaucoup plus malin, beaucoup plus intelligent. En général, ce sont des personnes très, très intelligentes qui savent très bien ce qu'elles font dans le côté stratégie à calculer, et elles exercent superment bien au niveau des entreprises et tout, parce qu'elles ne sont pas du tout à l'écoute de leurs émotions. Donc, elles peuvent transgresser, elles peuvent dépasser les limites que peu de personnes peuvent faire, en fait. Donc, elles ont cette capacité énergétique, très, très puissante par rapport à ça. Et de l'autre côté, bien évidemment, elles détruisent. Alors, donc du coup, tout est calculé, tout est bien ficelé, j'ai envie de dire, il n'y a rien qui échappe. Alors qu'un sociopathe ou un pervers narcissique, ils peuvent avoir une impulsivité qui font qu'ils peuvent se trahir à un moment ou à un autre dans leur stratégie. Okay. Alors certes, ils ne sont pas forcément facilement repérables, mais il y a un moment où on s'en rend compte. Alors que le psychopathe, non, il peut vraiment réussir brillamment à masquer jusqu'au bout. Il y en a beaucoup des psychopathes. Il y en a, oui, il y en a. Et les sociopathes, il y en a aussi. Okay. Par contre, sociopathe n'est pas forcément un meurtrier. Psychopathe, ça en fait partie. Mais le sociopathe, non, sociopathe, c'est quelqu'un qui est antisocial. Antisocial, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une personne qui ne tient absolument pas compte du social, il ne fonctionne qu'avec lui-même. Mais est-ce que, par exemple, le psychopathe, c'est une absence de surmoi, par exemple, qui fait que on peut jusqu'à tuer quelqu'un parce qu'il y a plus ce surmoi qui nous interdit de faire des choses... Ils sont dans du fantasme. Hein. Donc, ils ont un esprit très dans le fantasme, mais ils ont une vision des choses qui nous échappent. Hein. Mais surtout, pour eux, tout est juste. Ils ont raison, tout est juste. C'est normal de faire ça. La notion du bien et du mal, elle n'existe pas pour eux. J'agis comme je dois agir. Je suis comme ça, parce qu'effectivement, c'est une personnalité. Donc, la personnalité, elle agit comme elle doit agir, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, effectivement, c'est nocif pour les autres, quoi. Parce que ça ne s'adapte pas du tout à notre mode de fonctionnement à nous. Hein. Non, ça, c'est sûr que c'est très à part. Ouais. Mais pour eux, tout est normal. Alors, après, dans le pervers narcissique, donc évidemment, à partir de pervers narcissique, sociopathe, psychopathe, on est vraiment dans des prédateurs qui ont besoin d'une proie pour assouvir leurs propres besoins, pour pouvoir exister, pour pouvoir avoir une substance, parce qu'eux-mêmes sont vides, et j'appelle vraiment ça le vide abyssal, quoi. Mais vide de quoi? Enfin, d'amour. Ils sont vides du moi, en fait. Ils sont que dans l'ego, ou ils sont que dans une défense de l'ego. Donc, pour en revenir plus en détail là-dessus, pour que les personnes comprennent, je vais redire parce qu'il y a un texte, qu'on va revenir à l'ego aussi, parce que c'est important de vraiment comprendre le concept de l'ego. En gros, le pervers narcissique, donc ça va se rejoindre après pour les autres structures indirectement, c'est le faux ego
a pris en charge les fonctions de l'ego du moi. Donc, on a un ego, mais après, il y a un dédoublement. Donc, il y a un faux ego qui se crée aussi. Et en fait, ce faux ego va être un médiateur entre le faux ego et l'ego de la personne qui fait partie du moi. Donc, du coup, c'est le médiateur, en fait, pour pouvoir gérer des impulsions et des principes moraux, pour fonctionner en harmonie entre soi et la réalité, bien évidemment la réalité du pervers narcissique, je précise bien, en prétendant être unique, parfait, idéal. Donc, il va se créer un dédoublement de quelque chose qui va lui permettre de pouvoir faire face à son ego, son moi en fait. Et donc ça lui donne un sentiment de surpuissance grâce à ce faux ego qui est devenu donc un surhomme capable de s'opposer aux abus, aux punitions, aux humiliations, aux insuffisances et face aux émotions désagréables. Donc le moi fictif idéalisé a la capacité de s'opposer en faisant barrage entre un surmoi agressif et un moi blessé. Moi blessé, donc on a parlé de l'ego, et le surmoi agressif qui est donc le faux ego qui va pouvoir arriver à gérer ça. Donc le faux ego, lui, aura un contact avec l'extérieur qui va se renforcer constamment, d'où on parle de narcissique et qu'il a toujours besoin de l'image de l'autre et de se nourrir à travers l'autre pour se valider que son faux ego, c'est il est valable, il est bien dans tous les aspects positifs. Et après, il y a évidemment la contrepartie. Donc du coup, avant cette contrepartie, donc on va être beaucoup dans tout ce qui est attention, admiration, tout ce qui est côté grandiose. Donc tout va être vraiment... tout est fait en fait pour nourrir le côté narcissique. C'est le meilleur dans tout, que ça soit physique. Donc ils sont très... comment je dirais, l'apparence va compter énormément, le luxe va compter, tout ce qui est lié à l'ego. De toute façon, l'ego, de façon générale, déjà sans parler du faux ego, l'ego, déjà, il est dans les possessions. C'est-à-dire, on existe à travers quelque chose. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire j'existe, en fait, avec... si j'ai réussi matériellement, je suis la réussite, donc l'ego, je suis ceci, je suis cela. Je suis mes possessions, je suis le côté matériel, je suis mes réussites financières, entreprises, tout ce qu'on veut. Je suis toutes ces choses-là. En dehors de ça, il n'y a rien d'autre dans l'ego. L'ego, il se base que sur ce qu'il connaît. C'est-à-dire que l'ego, lui, il est en mode de se protéger soi. C'est-à-dire la défense de nos valeurs, de notre système de croyances. Ça ne veut pas dire qu'on a raison, c'est juste une défense. Et donc, plus on a subi des traumas ou des carences affectives ou autres, et plus on a un ego qui est blessé. Et donc forcément, qui dit un ego blessé dit une mauvaise estime. Et qu'est-ce que l'extérieur va renvoyer ? Si l'extérieur renvoie du négatif, c'est pire. Donc on a besoin de compenser ce manque par une approbation extérieure constante. Mais du coup, c'est dans le pervers narcissique, c'est accentué. Ouais. Mais c'est une validation que dans l'avoir ou aussi dans l'être ? Ce besoin d'être validé tout le temps par l'extérieur, qu'on nous renvoie une bonne image de nous-mêmes ? Alors, là, j'ai parlé vraiment de l'ego, parce que l'ego, c'est très mental. C'est pas du tout dans les émotions. L'ego, il est complètement basé sur le passé, sur ses souvenirs, sur ce qu'il est. Il a été conçu comme ça. Donc, c'est pour ça que de diaboliser l'ego, c'est pas une solution non plus. De dire on n'a plus besoin d'ego, c'est une grave erreur. L'ego, c'est ce qui nous permet de nous maintenir aussi. C'est juste qu'à un moment donné, l'ego doit être équilibré. Il y a beaucoup de déséquilibre dans l'ego, parce que les gens ne font pas un travail sur eux. Donc c'est pour ça que ça va commencer à être justement dans des comportements toxiques, c'est que l'ego est problématique dans l'histoire. Sauf que ce qui se rajoute dans le pervers narcissique, c'est que l'ego blessé va rajouter un autre ego, un faux ego. Donc un autre ego qui, lui, va pouvoir faire face à l'extérieur. Que l'ego blessé, lui, je vais l'expliquer après, qui n'est pas du tout la même chose. Et donc, du coup, dans ce faux ego, donc on peut parler également du surmoi, donc le surmoi, c'est ce que l'on compare, ce que l'on est avec ce que l'on souhaite. Donc, c'est l'ego idéal dans l'absolu, les réactions avec les normes sociales, etc., les masques sociaux, etc. Le moi, donc de l'ego du moi, lui, il est la négociation entre soi et le monde extérieur, comme je l'ai expliqué, les pulsions et notre surmoi. Plus c'est instable, plus la personne sera impulsive, en fait. Parce que... la négociation se fait pas bien en fait. Donc du coup, c'est le cas pour les pervers narcissiques. Et donc le surmoi, il est immature, sentiments tels que la honte, culpabilité, angoisse, rage, difficile à gérer donc pour un enfant, donc à la base. Donc il est devenu exigeant, jugeant, cruel, plein d'objectifs. Il n'est pas conscient de lui-même objectivement. Il est à travers son faux moi. Il s'est créé ce faux moi pour pouvoir y faire face. Donc il n'y a aucune connexion avec les émotions, comme je l'expliquais, ni l'empathie. Donc après l'idéalisation, le partenaire sera soumis au surmoi sadique.
Donc le surmoi qui pose problème. Et c'est là où les choses se renversent, c'est que la partie soi-disant, comment je dirais, la belle apparence qui va montrer, ensuite ça va venir réveiller la contrepartie. Donc forcément ça va se réveiller. Et cette contrepartie, c'est le surmoi qui est sadique, qui attaque, mais ce surmoi, il est incapable, le pervers narcissique, de le voir, donc il le projette. Donc quand il le projette, ça veut dire que c'est toujours calqué sur l'autre. Donc tout ce qu'il voit de lui-même, il ne le voit pas réellement, il le projette sur l'autre. Donc tout ce qu'il va dire à l'autre, c'est lui en fait. Et donc il cherche à neutraliser les défenses de l'autre pour que ça se retourne contre l'autre et non contre lui. Donc on peut vraiment parler comment dire, d'énergie chaotique. Et j'y reviendrai parce que l'énergie chaotique, elle est importante à comprendre. Et c'est ce qui fait qu'une personne est perverse. Oui, là je parle vraiment du pervers narcissique. Pervers, ça vient du latin perversum, qui veut dire en gros quelque chose qui bouscule, quelque chose qui inverse. Donc en fait, la notion du mal devient le bien, tout est inversé dans le côté pervers en fait. Donc il n'y a plus cette notion de bien et de mal, c'est tout inversé. C'est là qu'on parle de perversité. D'équilibre. Voilà. Par contre, je tiens à préciser à tout le monde que oui, il y a des cas extrêmes de perversion là, dans ce cas-là, puisque c'est une personnalité. Par contre, on a tous une toute petite, je dis bien tendance à peut avoir un côté pervers aussi. Et je précise aussi que le pervers n'a pas forcément un lien non plus avec la pédophilie. On peut être pédophile sans être pervers narcissique aussi. On peut être pédophile sans être forcément narcissique, personnalité narcissique. C'est important parce qu'on aura tendance à mélanger un peu ça aussi, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc c'est pour ça que le pervers narcissique, lui, il a besoin de quelqu'un qui brille en face pour pouvoir avoir son reflet. Pour briller lui aussi. Donc c'est pour ça qu'il ne va pas forcément vers des personnes faibles, il va vers des personnes qui ont une belle énergie, qui ont quelque chose que lui n'a pas, puisque ça va pouvoir réfléchir sur lui. Donc c'est là où on se rend compte que c'est du pouvoir. La différence entre le pouvoir et le rayonnement, c'est que le pouvoir a besoin de l'autre pour exister, pour exercer un pouvoir d'exister. Or, le rayonnement, c'est une émanation de la personne qui va donner une énergie. Et elle va transmettre cette énergie aux autres. Alors, le pouvoir, non, c'est l'autre qui vient le valider dans ce qu'il est. Donc, c'est pour ça qu'on peut parler de la Lune. La Lune réfléchit, or le Soleil émane. Donc, c'est important, voilà. Donc, c'est pour ça que le pouvoir, le chaos, on est plus sur quelque chose qui reflète quelque chose. Or, le Soleil, lui, rayonne. C'est pas du tout pareil. Voilà. Donc, le chaos... le chaos, en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre dans le côté chaotique, c'est qu'il n'y a pas de structure dans le chaos. Le chaos, ça peut être tout et n'importe quoi. Si on regarde l'inconscient, si on se met vraiment à réfléchir 2 secondes sur l'inconscient, on peut dire que c'est quand même, d'une certaine façon, quelque chose de chaotique. Il y a tout. Il y a le bon, il y a le moins bon. C'est vrai qu'à l'époque, on mettait... avec Freud ou autre, que c'est toujours des choses négatives, des pulsions négatives ou autres qu'on pouvait avoir avec l'inconscient, comme le disait Freud ou autre, ce qui n'est pas le cas, forcément. Il y a des choses positives dans l'inconscient, c'est-à-dire des ressources insoupçonnées, des potentiels, et c'est pour ça qu'on parlera plus de subconscient que d'inconscient. C'est pour montrer l'échelle de conscience un peu plus élevée, qui fait partie de l'inconscient quand même. Après, on peut parler de l'inconscient collectif, donc on est dans un fourre-tout. Donc, alors à l'époque, on disait aussi que l'inconscient était une poubelle. Non, peut-être pas. Il y a eu ce mot-là. C'est peut-être pas une poubelle, mais ça reste quand même quelque chose où il y a énormément de choses. Donc, à un moment donné, ce que j'ai envie de dire à mes lecteurs qui est important, c'est le raisonnement. Il y a un moment où il faut travailler le discernement, il faut travailler la raison, parce que quand on parle de discernement et de raison, on parle en fait de frontières et de limites. La raison, c'est ce qui nous permet d'avoir une limite. S'il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas de limite, donc c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que la personne va agir non plus en fonction d'un raisonnement, mais va agir en fonction de pulsions, de souvenirs, de traumas, bref, un ensemble de choses en fait. Et donc voilà, donc le chaos, comme je dirais, c'est de mettre de la lumière dans le chaos, mais la lumière c'est quoi ? C'est la conscience, c'est la raison, c'est le discernement. Et je précise, la raison n'a rien à voir avec le mental. Le mental, quand les gens parlent du mental, le mental en fait c'est souvent... une identification de l'ego, déjà le mental, et deuxièmement, le mental, on est beaucoup dans comment je pourrais dire, la rumination mentale, on ressasse les choses, c'est englué avec de l'émotionnel, ça part dans toutes les directions. Or, le raisonnement, c'est une réflexion, ça nous pousse à introspecter à l'intérieur de nous-mêmes. Et le problème aujourd'hui, c'est que les gens ne sont plus dans cette introspection profonde à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ne font que répéter ce qu'ils ont vu, ou ils ne font que enregistrer, mais pour moi,
c'est pas un travail constructif parce qu'il y a un moment où on a besoin de passer par nos filtres, nos propres croyances, nos propres expériences pour commencer à voir les choses. Or, si on reste dans du superficiel où l'autre nous a dit des choses, oui, c'est bien, ça donne une piste. Mais cette piste, est-ce que pour autant on la retient? Est-ce que cette piste pour autant va faire changer les choses? Non. Clairement, non. Et alors, juste pour finir sur les personnalités toxiques, Oui. si on revient au narcissique, donc c'est également une blessure de l'ego à la base. Et comment ça se manifeste en fait, les comportements d'un narcissique? Alors, on va y venir. Donc, je voulais juste rajouter aussi, dans le faux soi, donc c'est un côté protecteur qui fuit la honte du vrai soi, hein, comme on l'a vu, donc l'enfance échouée, donc du pervers narcissique. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé de malédiction dans l'autre podcast de survie, parce que c'est un drame vis-à-vis de lui-même. Tout est fait pour ne pas aller dans cet enfant blessé, en fait, quelque part. Par contre, quand je dis tout ça, je tiens à mettre des pincettes. Ça ne veut pas dire que la compréhension excuse. Simplement, ça nous permet de mieux comprendre pour beaucoup de gens, une structure qui est difficile à comprendre. Voilà. Donc maintenant, ça c'est pour le pervers narcissique qui va donc jusqu'à la dangerosité. Le but, c'est de nuire et il jouit de la souffrance de l'autre. Pourquoi ? Parce que ça lui exerce un pouvoir sur lui et une illusion de toute puissance. Enfin, sur l'autre, un pouvoir sur l'autre, non ? T'as dit un pouvoir sur lui, un pouvoir sur l'autre ? Ou ça lui donne du pouvoir sur lui-même aussi. Oui, aussi, c'est vrai. C'est ça, en fait, que je veux dire, c'est que ça lui donne... il se sert de l'autre pour s'approprier ce pouvoir et de dire je suis tout puissant et je peux faire ce que je veux, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Et j'ai même envie d'aller plus loin, mais bon, ça, c'est une petite anecdote vraiment personnelle. Mais quelque part, le pervers narcissique se croit au-dessus de Dieu, quoi. C'est peut-être pas faux. Et c'est ça qui fait que c'est dangereux, parce que j'ai envie de dire à tout le monde qu'on se prend pour Dieu, c'est très bien, puisqu'on est fait de Dieu. Mais maintenant qu'on se prend au-dessus de Dieu, c'est là où j'invite à la prudence. Donc les gens qui commencent à dire « je suis au-dessus de Dieu », méfiez-vous. Oui, parce que quand j'ai ça joue dessus. Je me méfierais. Oui, parce que ça veut dire qu'on est au-dessus de la nature, de la vie, de l'humain. Donc on est quoi, en fait ? On n'est plus humain. On n'est plus... voilà. Donc ça se posait des questions là-dessus. Voilà. Donc du coup, voilà. Donc pervers narcissique, c'est ça. Donc il va détruire absolument pour lui exister. Il a besoin de détruire, on ne peut pas faire autrement. Par contre, la personnalité narcissique, elle ne va pas forcément détruire l'autre, mais elle va être très pénible. C'est vrai que ce sont des gens qui vont être extrêmement pénibles parce que ils ont aussi le côté de la folie, de la grandeur de la même manière. Alors, il y a plusieurs profils narcissiques. On a le grandiose qui est très connu, qui est un peu plus visible, on va dire. Celui qui est moins visible, c'est le vulnérable. Et on va avoir aussi le vulnérable, on a le caché et après on a le pervers. Ça veut dire quoi ? Bon, le grandiose, tout est fait pour briller. Hein, moi, je. Le vulnérable, à l'inverse, qui est important à comprendre, c'est que le narcissique, il a une haute estime de lui-même, mais un ego fragile. Dans tous les cas, pour tous. Alors, comment c'est possible ? Enfin, ça, j'ai mal à comprendre. Comment il peut avoir Alors, ce que j'essaye de dire, c'est que le narcissique, la personnalité narcissique a une haute estime d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle se croit au-dessus de tout le monde, qu'elle est meilleure que tout le monde, que tout ce qu'elle fait, c'est meilleur que tout le monde, que personne ne peut faire mieux qu'elle. Tout est tourné autour d'elle, mais dans la supériorité. Ça, c'est vraiment pour le grandiose. Maintenant, pour la personnalité narcissique vulnérable, même s'il peut avoir un côté de haute estime, il va surtout le camoufler. C'est-à-dire qu'il ne va pas le montrer en moi-je, il va plutôt se montrer en infériorité, qui est l'inverse. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller dans le... Moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Dans le vulnérable, on va être plutôt on va se comporter plutôt, entre guillemets, comme quelqu'un de plus fragile. Mais j'ai pas assez confiance en moi. Pourquoi ? C'est parce qu'il est complexé, il veut pas... Oui, c'est-à-dire que sa manière d'agir n'est pas du tout la même. Il est dans une vulnérabilité beaucoup plus grande et il l'exprime, entre guillemets, plus facilement que le grandiose, pas du tout. Lui, il se masque complètement dans la supériorité. Ensuite, après, le narcissique caché, c'est qu'on ne le voit pas, on voit rien, on a l'impression que c'est quelqu'un de complètement normal. Il n'y a rien qui apparaît. Okay. Et après, le pervers, c'est dans le côté sadique, etc. Quoi. C'est ça la différence. Après, on a aussi ce qu'on appelle le narcissique tyrannique. On a le narcissique aussi, le vulnérable, ça peut faire penser aux victimes. Des gens qui sont toujours en train de se victimiser, c'est une façon de se mettre en avant, de la même manière. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que, je vais donner un exemple qui est très marrant.
dans les histoires que j'ai pu entendre et lire. Dans le milieu des religions, enfin les curés, les prêtres, etc., j'avais entendu une histoire vraiment... Ça m'a fait gentiment sourire, mais pour dire qu'on en rencontre de partout, des personnalités narcissiques. C'est-à-dire que, alors c'est un prêtre qui a fait venir un autre prêtre, et il devait faire pas une conférence, mais une sorte de messe... Bref, un truc philosophique, etc. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la personnalité narcissique, en fait, elle adore être mise en avant. Donc, plus elle est le centre du monde, plus elle s'éclate. Sauf que la plupart des gens, ça va faire deux chemins pour les gens. Soit j'admire cette personnalité-là parce que waouh, elle a du cran, waouh, elle a du charisme. Ça n'empêche pas d'avoir du charisme, d'être leader, d'être bon dans ce qu'on fait, dans la personnalité narcissique. Et il y a ceux à qui ça reboot. On se dit, celui-là, il se prend pour qui voilà. Donc, il y a les deux. Donc, du coup, qu'est-ce qu'elle fait, la personnalité narcissique ? Elle va s'attacher à ceux qui l'admirent. Elle va les adorer. Elle va dire, mais c'est merveilleux. En fait, je suis enfin avec des gens qui me valorisent, qui me valident, qui m'admirent. Mais je me sens merveilleusement bien. Donc, du coup, j'ai ma drogue, quoi. C'est vraiment ça. Et donc, du coup, tant que tout va dans son sens... et qu'il est mis en avant, c'est génial. Et donc, ce prêtre qui avait embauché cet autre prêtre, en fait, au début, il était admiratif. Il a dit, waouh, il parle super bien, il a une élocution, il a un charisme. Waouh, ça plaît. Et il se rend compte au fil du temps que, en fait, il prend toute la place. L'autre prêtre n'a plus aucune place. Il arrive à peine à parler que l'autre, à chaque fois, lui coupe la parole. Parce que ça fait partie de la personnalité narcissique de couper la parole aussi. Donc, la personne va couper la parole pour revenir à elle. Tout est tourné autour d'elle. Donc, dès que ça vient à l'autre, on revient à moi. Tout le temps. Et il y a un moment où l'autre il n'existe plus. Il y a un moment où l'autre n'a plus du tout de place. Et comme il n'a plus du tout de place, au moment où il a envie de reprendre sa place, là, ça passe pas. Ça passe pas du tout, en fait, pour la personnalité narcissique. Elle ne comprend même pas, en fait. Elle est en train de dire, ah bon, mais qu'est-ce que t'as ? Et puis, elle va sous-estimer ses émotions. Ses émotions n'ont pas d'importance. Alors, ce qui est paradoxal, justement, c'est que les émotions de l'autre n'ont pas d'importance. Par contre, ce genre de personne, c'est très bien en jouer. C'est ce qu'on appelle l'empathie cognitive, c'est-à-dire que c'est une empathie de compréhension des émotions de l'autre, mais sans forcément les ressentir. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le jour J, il va tirer une tronche et il va pas du tout lui parler et il va être abaissant, négligent vis-à-vis de ce prêtre-là. Et le lendemain, il va sourire comme si de rien n'était. « Oh, tout va bien, c'est merveilleux. » Et c'est reparti comme l'an 40. Sauf que là, à ce moment-là, si on ne connaît pas ce genre de structure, on se dit que c'est moi le problème. Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi il a fait la tête ? Peut-être que j'ai dit quelque chose qu'il fallait, quelque chose qu'il fallait pas. Et c'est là où on commence à rentrer dans quelque chose qui n'est pas bon pour nous, en fait. Parce que là, il n'y a rien à remettre en question sur nous, c'est l'autre, là. Et c'est pour ça que les gens qui sont dans l'empathie, l'hypersensibilité, les hauts potentiels et toutes ces autres structures neurologiques vont automatiquement se poser des questions. Ça va faire une rumination mentale interminable et c'est là que ça commence à créer l'emprise et on va y venir. Mais voilà, et donc du coup, dans ces personnalités-là, elles se servent, c'est un objet et tout est fait pour ramener à soi. Par contre, certaines personnalités narcissiques, quand elles ont connu des drames terribles, quand je dis drame terrible, c'est-à-dire un drame social, un drame qui les a fait chuter dans leur ego, là, ça va les obliger à se remettre en question. Donc là, potentiellement, je dis bien potentiellement, ce n'est pas toujours le cas, elles peuvent commencer à se dire qu'en fait, tout ça, ce n'était qu'un miroir, ce n'était qu'une illusion. Mais c'est très très dur pour ces personnes-là, parce qu'il faut comprendre que quand elles réalisent ça, c'est la dépression. La dépression, c'est que toute la structure, elle est complètement en manque de repères et elle est déstructurée, justement, et la personne, elle ne sait plus. Donc c'est la dépression qui vient. La dépression permet, en fait, de mettre la personne dans un état pour arriver à se situer. Alors certes, c'est terrible, la dépression, c'est pas marrant de la vivre, mais elle est nécessaire. Pour pouvoir se reconstruire sur de meilleures bases. Elle est nécessaire pour recontacter. Parce que quand on est en dépression, le monde extérieur n'a plus d'importance, tout est fade. Donc on est obligé de revenir à soi. Ça oblige à une introspection, la dépression, malgré tout. On n'arrive plus à avoir l'extérieur qui nous nourrit. Donc à ce moment-là, alors je ne parle pas pour toutes les dépressions, certains types de dépression, dont la personnalité narcissique. Mais donc du coup, à ce moment-là, elle va peut-être potentiellement possibilité de se remettre en question. Et de se dire, ouais, mais en fait, je me suis fait une fausse image de moi. Ma toute puissance que je croyais n'en est pas, en fait.
Mais quand je parle, je reviens aux narcissiques vulnérables. Pour les grandioses, eux, ils adorent se mettre en avant, briller en société. Mais pour les vulnérables, justement, ils n'aiment pas. Il est dans l'infériorité. Alors, un exemple du vulnérable qui est un classique aussi. On peut le confondre un petit peu avec les vampires émotionnels parce que ça se rejoint un petit peu. Alors, on va donner un autre exemple dans un groupe. Par exemple, il y en a toujours un qui va se mettre en avant. C'est un classique. Et donc, celui qui va se mettre en avant, donc autant c'est dans le grandiose, c'est moi-je et je sais tout bien faire et je lance mon panel et regardez le pan qui est en train de faire sa roue. Alors que dans le vulnérable, c'est plutôt dans la victimisation. C'est-à-dire, moi j'ai beaucoup souffert, moi... vous vous rendez pas compte, mais c'est terrible tout ce que je suis en train de vivre. J'ai la maladie de machin. Je crois que vous réalisez pas à quel point c'est dur pour moi et tout est tourné autour de ça. Et donc quand on entend le groupe, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là où on se rend compte que c'est une personnalité narcissique et qu'elle ne laisse pas la place aux autres de parler, elle revient à elle sans arrêt. Donc un exemple, la personne du groupe va dire bon madame, ça serait bien de laisser les autres parler. Elle va dire non, mais vous vous rendez pas compte, vous me coupez la parole. Une dame comme moi qui est tellement de souffrance, tellement durée de choses, vous vous rendez pas compte. Et donc du coup elle monopolise encore tout l'espace. Et là qu'est-ce qu'on fait? Il y a pas de place de la même manière. Voilà. Donc vulnérable va plutôt être comme ça. Okay. Sauf qu'en fait c'est un jeu. Il se sert de sa souffrance pour avoir une bonne image de lui. Ils sont nourris. Voilà, vous venez d'écouter la deuxième partie de l'épisode sur les relations toxiques. Vous vous êtes peut-être reconnu ou reconnu une personne de votre entourage. En tout cas, le but, c'est de faire réfléchir, conscientiser certains comportements et s'améliorer collectivement pour des relations plus épanouies et plus épanouissantes. Et dans la suite de cet épisode, on parlera de la différence entre ego, orgueil, égoïsme, égocentrisme, des failles narcissiques, des formes de toxicité, des troubles de l'attachement et de la dépendance affective. À très vite sur Les Temps Osés.